Connaissance, recherche, sciences, Dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Voilà. Alors, qu'ont donné les Genome-Wide Association sur le cancer? Alors là, puisque cette série de cours est aussi, comme je l'avais dit, en hommage à Jean Dosset, et que Jean Dosset avait créé le Centre d'études du polymorphisme humain, qui est devenu la Fondation Jean Dosset, je voudrais citer notamment ce très beau papier qui a été une collaboration, alors évidemment toujours internationale avec beaucoup de monde, mais où le Centre national de génotypage et la Fondation Jean Dosset ont joué un rôle majeur. Donc une grande étude sur cancer du poumon, 2000 patients, 2600 contrôles, ensuite de nouveau une réplication tout de suite, 2500 patients, 4700 contrôles. Et on a cette Manhattan plot que j'ai un peu... j'ai enlevé quelques chromosomes, avec ici un gratte-ciel très évident avec des significations statistiques tout à fait satisfaisantes, puisqu'elles sont à un P d'environ 9, 10 à la puissance moins 10, donc tout ça c'est très bien. Et avec l'étude de réplication, on arrive pour cette région à 5 à 10 puissance moins 20, donc là on est tout à fait dans des choses où on est tout à fait sûr. Et d'ailleurs, il y a deux autres papiers qui sont parus à peu près en même temps, qui indiquaient effectivement que ce locus en 15q25 était le locus qui ressortait le plus facilement dans les études genome-wide sur le cancer du poumon. Ce qui est intéressant, puisque évidemment Jean Dosset est associé évidemment à la description du polymorphisme HLA, des locus HLA, de sa fonction, c'est que un des autres locus potentiels, c'est au niveau HLA, et qui a été d'ailleurs confirmé dans les études de réplication. Donc il y a une influence sur le cancer du poumon qui reste évidemment à comprendre de la région HLA. Mais cette région où on trouvait cette Genome-Wide Association contient plusieurs gènes, et plusieurs de ces gènes codent pour des sous-unités du récepteur à la nicotine. Alors le récepteur à la nicotine, c'est en fait un récepteur à l'acétylcholine, mais qui est aussi celui qui médit l'action sur le système nerveux de la nicotine. Alors effectivement, quand les gens ont trouvé ça, on se dit, voilà, c'est évident, le risque pour le cancer du poumon, le risque environnemental, c'est de fumer. S'il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques pour avoir une addiction à la cigarette, puisqu'on sait que la nicotine est un agent qui est responsable d'addiction, c'est-à-dire une fois qu'on est habitué, il faut absolument qu'on continue. Il paraissait évident que le lien entre les récepteurs nicotiniques et le cancer du poumon, c'est effectivement passé par le fait que ces récepteurs, médiant l'effet de la nicotine, on peut se dire que des variations dans l'un de ces récepteurs pourraient peut-être moduler l'addiction à la cigarette. Sauf que ce que disait dans son
résumé l'équipe donc, de Marc Latrobe qui a fait ce travail avec des gens notamment de Lyon, c'est que les risques qui étaient liés à cette région où on trouve ces unités du récepteur à la nicotine, eh bien, on trouvait des risques similaires, quel que soit le statut fumeur ou non fumeur, ou la quantité de cigarettes qu'avaient fumé les patients. Donc, eux n'étaient pas convaincus que l'effet nicotine passait par le fait que c'était peut-être des gens qui étaient prédisposés à fumer plus, et s'ils fumaient plus, ils avaient plus de chances d'avoir un cancer du poumon. Alors, dès les premiers papiers, c'était quand même quelque chose de controversé, puisque en même temps paraissait une étude de Decode, de Kari Stephenson, où lui disait que ce variant est associé aussi avec des phénomènes de dépendance à la nicotine, et aussi, puisque je vous dis, en Islande, ils ont tous les dossiers cliniques de tous ces dizaines de milliers de personnes qui ont été testées, ils ont pu voir que les mêmes variants dans cette région étaient aussi associés avec une artériopathie périphérique, dont on sait aussi que c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les fumeurs. Donc, si vous voulez, les Islandais disaient finalement le variant a un effet sur le nombre de cigarettes fumées par jour, et c'est en fait, ça montre les effets gène-environnement sur la nicotine et dans les phénomènes d'addiction et de dépendance à la nicotine. Mais il semble quand même que l'effet, si vous voulez, sur le nombre de cigarettes de ce variant, sur le nombre de cigarettes fumées selon qu'on a ou pas le variant à risque, est très faible et ne pourrait pas expliquer l'effet cancer du poumon, qui lui est nettement plus important. Et donc, ceci a conduit les gens à se reposer le problème, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un effet direct de la nicotine sur le récepteur dit nicotinique, sur le récepteur acétylcholine, dans la physiopathologie du cancer du poumon non lié à l'aspect de la cigarette. Puisqu'en principe, si vous voulez, l'hypothèse en général, c'est que la nicotine, c'est ce qui est responsable des phénomènes d'addiction à la cigarette, mais que ce qui cause le cancer, c'est les goudrons, c'est des agents mutagènes qui sont contenus dans la fumée de cigarette. Et là, si vous voulez, il y a toute une série de travaux, et maintenant les gens, à la suite de ces articles, commencent à s'intéresser à est-ce que ce récepteur nicotinique, en fait, qui est présent notamment dans les cellules qui sont la cible du cancer du poumon, est-ce qu'il pourrait y avoir des effets directs de la nicotine sur la prolifération cellulaire, sur la migration, l'invasion, la vascularisation des tumeurs, et donc, si vous voulez, que finalement, la nicotine agirait non seulement par l'intermédiaire de l'addiction à la cigarette et de la cigarette elle-même étant associée à des agents mutagènes dus à la combustion de la cigarette, mais qu'il pourrait y avoir des effets directs sur la biologie de la cellule cancéreuse de la nicotine. Et donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui, si c'est confirmé, il semble qu'il y ait des études
en cours qui sont en train de confirmer ce rôle. Ça serait vraiment un exemple de découverte, je dirais, importante sur la biologie du cancer du poumon, où on montrait que la cigarette, ça n'est pas simplement d'augmenter la mutation dans les cellules pulmonaires, de l'épithélium pulmonaire. Alors, d'ailleurs, un deuxième gène qui a été trouvé, je n'ai pas de dia là, par l'équipe aussi de Marc Latrobe, en augmentant le nombre de cas étudiés, ils ont pu ressortir un troisième gène. Et alors là, c'est très intéressant aussi, parce que c'est un gène qui code pour une télomérase, c'est-à-dire un des enzymes qui régule la longueur des télomères, et dont on sait que c'est extrêmement important dans la sénescence cellulaire, ou dans l'immortalité des cellules, pour les cellules cancéreuses. Et ce qui est très important, très intéressant, c'est que le même gène, le gène TERT, donc visiblement figure avec un variant comme facteur de risque pour le cancer du poumon, et d'autre part a été trouvé comme muté dans des familles avec fibrose pulmonaire. Et pourtant, on peut se dire qu'a priori, le cancer du poumon, la fibrose pulmonaire, c'est des choses qui ont rien à voir. Et donc, ça indique un rôle tout à fait important de cette télomérase dans la biologie de l'épithélium pulmonaire. Donc, voilà. Je passerai rapidement sur le cancer du sein. Alors, le cancer du sein, c'est un exemple évidemment bien connu où vous avez à la fois deux gènes, BRCA1 et BRCA2, pour lesquels il y a des mutations rares qui sont associées à des formes, je dirais, quasi monogéniques ou des formes monogéniques de cancer du sein, donc des formes familiales de cancer du sein, où le fait d'être porteur de mutations entraîne un risque d'environ 70 à 80% d'avoir un cancer du sein. Mais ceci n'expliquait pas toute la récurrence familiale du cancer du sein. Et de nouveau, là, des études de Genome-Wide Association, où on commence par 400 cas, 400 contrôles. Les SNP qui ont l'air de montrer des signaux, on les analyse dans 4000 cas, 4000 contrôles. Pour finir, 22 000 cas, 22 000 contrôles et 6 gènes qui donnent des résultats tout à fait suggestifs, mais à chaque fois avec des odds ratio 1,2 pour les hétérozygotes, 1,6 pour les homozygotes, et les autres, c'est des effets un peu plus petits. Et puis, une suggestion qu'il y aurait encore peut-être toute une série d'autres variants qui auraient des effets encore plus petits, donc non détectés, puisque quand on prend un certain niveau de probabilité, on trouve plus de SNP que ce qui est attendu. Ça, c'est à condition que les contrôles aient été bien choisis et qu'il n'y a pas de problème de population contrôle qui soit mal choisi. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Et là, de nouveau, un article récent dans le New England Journal of Medicine, où ils se sont dit, voilà, tous ces nouveaux facteurs de risque que l'on connaît, donc 10 variants génétiques que l'on connaît pour le cancer du sein, hors BRCA1 et BRCA2, eh bien, est-ce que ça aide à faire des prédictions sur 5600 cas et 6000 contrôles? Les conclusions, je ne dirais pas, c'est qu'en fait, d'utiliser ces informations sur ces 10 variants relativement fréquents, ces 10 polymorphismes qui ont été montrés être associés au cancer du sein, n'améliore que modestement la performance
de la prédiction du risque pour le cancer du sein. Si vous voulez, ce qu'on appelle AUC, Area Under the Curve, c'est de dire en fait, est-ce qu'on est capable de prédire ou pas. Si on prédit totalement, on s'attend à une AUC de 100%. Si on n'a aucune prédiction, on est à 50%. Hein, parce que c'est, on a une chance sur 2 de se tromper, donc c'est 50%. Hein, c'est comme il pleut ou il fait beau, c'est 50%. Et là, on dit, si on prend les facteurs de risque traditionnels, on arrive à une prédiction AUC à 58%, ce qui n'est pas terrible, puisque je vous dis, une prédiction totale, ça serait 100%. Aucune prédiction, c'est 50%. Et si on rajoute les 10 variants génétiques, on passe de 58% à 62%. Donc, comme il dit, ça a un petit effet, mais ça n'a pas un effet vraiment très, très intéressant. Et dernier travail pour le cancer de la prostate, là aussi, donc, un travail d'un Français qui était aux États-Unis, Gilles Thomas, qui est maintenant rentré en France, avec 7 gènes testés, 7 variants testés. Si on prend la différence entre les 10% de la population qui sont les moins à risque et les 10% de la population qui sont les plus à risque, la différence du risque est d'environ de 2,7 fois. Donc là aussi, on n'est pas vraiment prédictif d'une manière qui permettrait de d'abord, la plupart des gens, 80% de la population est dans ce risque moyen. Et donc effectivement, on peut trouver qu'il y a des gens qui sont plus à risque et d'autres moins à risque, mais la variation entre ces deux extrêmes n'est environ que de 2,5 fois. Donc là aussi, ça ne va pas être ce qui va permettre de dire à quelqu'un, vous avez un risque très important d'avoir un cancer de la prostate, il faut vous faire surveiller tous les ans à partir de, je sais pas, à l'âge de 50 ans, ou au contraire de dire à des gens, bon ben vous, il n'y a pas de problème. Et notamment, une des choses très importantes dans le cancer de la prostate, j'y reviens, parce que vous savez qu'il y a à l'heure actuelle des grosses discussions entre épidémiologistes et urologues sur l'utilité d'un test, d'un biomarqueur de dépistage du cancer de la prostate, et qui est l'antigène PSA. Et à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de gens, dont d'ailleurs celui qui a découvert cet antigène PSA, et qui remet en cause l'utilité du dépistage, parce qu'en fait, finalement, on dépiste des cancers de la prostate qui sont des cancers non invasifs, qui probablement ne mettraient pas en péril la survie de la personne. Et on fait des opérations qui, eux, ont des effets adverses très importants. Et donc, on est en train de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de surdiagnostiquer le cancer de la prostate? Donc, si on avait un marqueur génétique qui permet de dire, voilà, chez quelqu'un qui a, à l'âge de, je ne sais pas moi, 55 ans, un antigène PSA élevé et qui aurait des facteurs de risque indiquant que ça risque de progresser vers un cancer sévère plutôt que vers un cancer qui restera infraclinique, ça serait très important. Mais disons qu'à l'heure actuelle, simplement en tout cas sur le risque de cancer de la prostate, là aussi, finalement, celles-ci n'ont pas une valeur prédictive très grande. Alors là où il y a quand même des aspects prédictifs, y compris, je vais donner un cas où il y a quelque chose qui rentre maintenant dans l'application médicale, c'est en pharmacogénétique. Alors, la pharmacogénétique, c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut, d'après des analyses génétiques, prévoir la réponse à un médicament, réponse favorable ou réponse défavorable? Parce qu'un des problèmes des médicaments, évidemment, c'est que de temps en temps, ils peuvent avoir
chez certains patients des conséquences catastrophiques. Alors, c'est à la fois mauvais pour les personnes qui sont les cibles de ces conséquences catastrophiques, c'est aussi mauvais pour les compagnies pharmaceutiques qui, dans certains cas, on a eu des exemples récents avec Merck, par exemple, ou avec Bayer, Merck qui avait une molécule anti-rhumatismale, et il a été trouvé que, je ne sais pas, il y avait un petit nombre de patients qui avaient pris ce médicament et qui étaient morts de crise cardiaque. Ils ont dû retirer ce médicament qui avait commencé à se vendre très bien. Donc c'était une perte sèche pour eux. La même chose, Bayer a dû retirer une statine parce qu'on s'est aperçu que cette statine avait eu des effets, des myopathies sévères chez les patients. Donc est-ce qu'on peut prédire ces effets adverses? Et prédire les effets adverses, ça veut dire être capable de dire, par exemple, à les patients, ce médicament, vous ne devez pas le prendre ou vous devez le prendre à des dosages plus faibles. L'autre aspect, c'est, au contraire, si on a plusieurs médicaments possibles pour une même pathologie, quel est celui qui marcherait le mieux chez un patient? Parce qu'on sait, par exemple, en psychiatrie, souvent, on commence par tester une première molécule. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, on va tester une deuxième molécule jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui a l'air de marcher. Donc, est-ce qu'on pourrait faire mieux par la génétique? Donc là, un des exemples vraiment où c'est passé, en tout cas aux États-Unis, et je crois qu'en France, il y a eu la Haute Autorité de Santé a donné un avis tout à fait favorable à l'application du dépistage, et on retrouve HLA. Il y a un allèle spécifique, donc HLA B5701, qui est associé à une hypersensibilité qui peut être life-threatening, c'est-à-dire qui peut menacer la survie d'un patient pour un médicament anti-sida, donc l'abacavir. Donc, il y a environ 4 ou 5% des patients traités par l'abacavir, en tout cas des patients européens, qui développent des réactions d'hypersensibilité. Et dans certains cas, ces réactions d'hypersensibilité peuvent être extrêmement sévères et peuvent donc même risquer de les faire mourir. Eh bien, il avait été trouvé par donc des études épidémiologiques, génétiques épidémiologiques, qu'en fait, la présence à une ou deux copies de cet allèle HLA B5701 expliquait apparemment tout ou presque de l'hypersensibilité à l'abacavir. Et cet HLA B5701, dans la population européenne, je crois qu'il est présent chez 6 à 8% des patients. Encore fallait-il vraiment le démontrer d'une manière prospective, et c'est ce qui a été fait dans cet article récent du New England. 2000 patients, 20 pays, donc 2000 patients qui étaient infectés par le HIV et qui n'avaient pas encore reçu le traitement abacavir, et ils ont fait un essai randomisé où la moitié des patients ont eu un dépistage HLA 5701 et ceux qui avaient cet allèle ne recevaient pas d'abacavir, et les autres, on faisait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on leur donnait de l'abacavir puisqu'on n'avait pas fait le criblage de HLA, et on surveillait pour voir est-ce qu'ils développaient ou non une hypersensibilité. Et voilà, le résultat, c'est que le dépistage a éliminé, donc il y avait 5,6% des patients qui avaient cet allèle, le dépistage a éliminé le développement d'une hypersensibilité confirmée de manière immunologique. Donc il y avait 0% dans le groupe prospectif contre 2,7% dans le groupe contrôle. Donc
Négative predictive value de 100%, ça veut dire que si on n'a pas HLA 5701, on peut prédire qu'il n'y aura pas d'hypersensibilité à l'abacavir. Positive predictive value de 48%, ça veut dire que, au contraire, si on a HLA B5701, on a 48% de risque de développer une hypersensibilité à l'abacavir. Donc, si vous voulez, là, c'est vraiment, j'allais dire, presque noir et blanc. Et donc, ça, comme ils disent, our results show that a pharmacogenetic test can be used to prevent a specific toxic effect of a drug. Mais ça, c'est possible parce que vraiment, on est dans un effet qui est très, très carré. J'ai fait un petit NB. C'est probablement l'un des premiers tests comme ça pharmacogénétiques où il y a une validation par une étude prospective qui permet de dire oui, ce test est utile, il faut faire comme ça. Mais vous voyez que le coût d'un tel test, c'est quand même 2000 patients dans 20 pays du monde, la prolifération des marqueurs génétiques que l'on va proposer pour éventuellement des modulations de médecine personnalisée, etc. Si vraiment on veut valider par des études cliniques un changement de traitement médical, ça va coûter extrêmement cher. Oui, mais quand il va y avoir des nouveaux marqueurs, etc., on va se dire qu'il faut peut-être revoir, refaire. Enfin, disons ça. En tout cas, on voit que si vraiment on veut faire les choses proprement, d'une part, ici, on a un effet qui est très fort, donc on peut se dire ça vaut le coup. On n'est pas dans des effets marginaux. Un deuxième exemple, beaucoup de personnes, probablement parmi vous, prennent des statines, puisqu'à partir d'un certain âge, une portion de la population ayant des taux de cholestérol LDL trop élevés, on leur conseille de prendre des statines. Et un des problèmes avec les statines, c'est qu'il y a un risque faible, mais qui peut être quand même important, de développer une myopathie par toxicité des statines. Et dans certains cas, ces myopathies peuvent être quand même assez invalidantes. C'est quelque chose qui est rare, mais qui est un problème. Et donc, là, ils se sont posé la question, est-ce qu'il y a un variant génétique qui pourrait permettre de prédire ceux qui ne vont pas avoir de myopathie? C'est un événement rare. Et là, au début, ils sont passés sur seulement 85 sujets qui avaient une myopathie avérée ou subclinique et 90 à contrôle, mais tout ce qui venait d'une étude de gens qui étaient traités, qui étaient suivis par la traités par la simvastatin, de 12 000 personnes. Et puis ensuite, ils ont fait une réplication chez 20 000 personnes. Donc là, de nouveau, on voit un effet important, enfin une cohorte très importante. Et puis de nouveau, Manhattan plot, on trouve là, ici, un variant qui a des p-values tout à fait intéressantes. Et ils ont fait ensuite donc, l'étude sur donc ça, c'est ce qui permet de détecter. Uniquement 85 patients et 90 contrôles, ça veut dire que si on trouve quelque chose, avec un nombre aussi limité de patients et de contrôles, c'est d'avoir quelque chose qui a un effet fort. C'est un peu l'avantage, si vous voulez. Quand on est obligé d'avoir 10 000 ou 20 000 ou 30 000, c'est qu'on va trouver des choses qui sont faibles. Si on trouve quelque chose avec 100, en général, on ne trouve rien, mais si on trouve, c'est qu'il y a un effet fort. Et là, ils ont regardé quelle est la probabilité, enfin, l'observation de myopathie chez des personnes qui sont
soit n'ont pas du tout l'allèle à risque, soit sont hétérozygotes pour l'allèle à risque, soit sont homozygotes pour l'allèle à risque. Et là, vous voyez tout de suite que d'avoir un allèle à risque augmente la probabilité, mais avoir deux allèles à risque augmente énormément la probabilité d'avoir une myopathie clinique ou sous-clinique. Donc, vous voyez, ici, on arrive à 15% quand même, ou 18% de gens, ceux qui sont homozygotes CC. Donc là, ça pourrait suggérer, là de nouveau, on a un effet relativement fort que, en tout cas, peut-être, pour ces gens-là, il faudrait soit avoir des dosages plus faibles de simvastatine, soit trouver peut-être une autre statine, mais à ce moment-là, il faut savoir est-ce qu'ils sont au risque aussi de faire une myopathie avec une autre statine, parce que là, c'est quelque chose qui a été fait pour la simvastatine, donc on va poser la question, est-ce que pour d'autres statines, c'est exactement la même chose? Voilà, donc, si vous voulez, des odds ratio qui sont à peu près de 4 pour les hétérozygotes, et alors j'ai mis environ 17, mais vous voyez de nouveau l'intervalle de confiance entre 4,7 et 61, ça veut dire qu'on se retrouve quand même avec une incertitude quand même assez importante, très importante, sur l'effet réel. Et dernier, donc ça, pour le moment, ceci n'est pas encore, je pense, passé dans les applications médicales. Ceci dit, puisqu'on va parler des tests par Internet, 23andMe teste ce variant de prédisposition à la myopathie pour les gens traités à la simvastatine. La dernière, c'est l'anticoagulant le plus utilisé, la warfarine, Coumadone, c'est ça, en français. C'est une antivitamine K, c'est l'antithrombotique le plus utilisé. Donc aux États-Unis, 30 millions de prescriptions par an. Et on sait que les personnes traitées ne réagissent pas du tout de la même manière à la warfarine. Et évidemment, quand on donne un anticoagulant, si on en donne trop, ça peut donner des résultats qui peuvent être tout à fait catastrophiques, avec des saignements, etc. Et donc, là aussi, il y avait deux gènes qui avaient été montrés être impliqués dans la modulation de la réponse à la warfarine. Et donc, dans cet article du New England Journal, de nouveau, ils ont voulu valider, est-ce que ça sert à quelque chose de faire ce test sur 4000 patients où ils ont d'abord utilisé pour faire un algorithme qui permettrait de prédire quelles sont les doses qui seraient les plus applicables à un patient donné, et ils ont fait ensuite une cohorte de validation de 1000 sujets. Et ce qu'ils disent, c'est que on arrive quand même au moins pour 50% de la population à différencier ceux pour qui il faudrait donner des faibles doses de warfarine par rapport à ceux auxquels il faudrait donner des plus fortes doses de warfarine. Ils ont comparé, disons, il y a un algorithme clinique qui permet de prédire avec une efficacité de 33%, on passe à 50%. Ici, 7,2, on passe à 25%. Donc, si vous voulez, ce qu'il conclut, c'est que environ pour 50% des gens analysés, on arrive à mieux prédire a priori quelle est la dose de warfarine qu'il faudrait utiliser que si on n'utilise que l'algorithme clinique. Et d'ailleurs, là aussi, la sensibilité à la warfarine
est par exemple un des tests qui sont analysés par 23andMe. Donc là aussi, il semble maintenant, j'ai vu encore une annonce ou un dernier congrès de cardiologie américain, ils disent que l'utilisation des tests génétiques permettrait de diminuer le nombre d'événements adverses liés à l'utilisation de la warfarine. Donc ici, ça suggérerait quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, puisqu'on est dans les aspects de coagulation, je voudrais quand même rappeler aussi qu'il y a un variant qui est connu depuis longtemps dans la maladie thrombotique, qui est le facteur 5 Leiden, qui est présent chez environ 5% de la population européenne, et qui est une excellente illustration de l'interaction facteurs de l'environnement et génétique. Donc, quel est le risque de faire un événement thrombotique? Donc ça, c'est chez les femmes. C'est environ 0,8 pour 10 000 par an. Si il n'y a pas la présence de ce marqueur génétique facteur 5 Leiden, et pour une femme qui ne prend pas des contraceptifs oraux. Si elle prend des contraceptifs oraux, mais qu'elle n'a pas le facteur 5 Leiden, on passe de 0,8 à 3. Si elle ne prend pas de contraceptifs, mais qu'elle a le facteur 5 Leiden, on passe à 6. Mais la combinaison contraceptif et présence du marqueur génétique facteur 5 Leiden fait qu'effectivement, on passe à 30. Alors, ça a l'air d'être comme ça très inquiétant, mais enfin, d'autre part, c'est 30 sur 10 000. Ça ne fait pas encore non plus une prédiction. C'est-à-dire la question, par exemple, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'à ces femmes qui auraient du facteur 5 Leiden, qu'il ne faut pas reprendre la pilule? La question, c'est tout, parce que c'est ça, en fait, finalement. Parce que le facteur 5 Leiden, on ne peut rien faire. Par contre, on pourrait se dire qu'on peut essayer de prendre ou ne pas prendre la pilule. Sauf que ça pose le problème de quelle autre méthode de contraception, est-ce qu'elle est aussi bonne, aussi acceptable, etc. Et c'est l'illustration, tout à fait, c'est est-ce que cet effet qui est effectivement statistiquement tout à fait confirmé, etc., est suffisant pour dire qu'il ne faut pas prendre la pilule ou simplement qu'il faut peut-être mieux surveiller ou, par exemple, quand il y a un facteur de risque additionnel, par exemple tel qu'une grossesse, surveiller plus ces personnes-là. Si vous voulez, on est tout à fait dans ce genre de dilemme où, effectivement, et qui est tout le problème de la médecine prédictive, c'est à partir de quand c'est suffisamment prédictive pour qu'on en tire une démarche médicale différente. Et je vais terminer par maintenant parler de ces tests sur Internet. Ah oui, j'avais plusieurs choses, j'ai pris du retard, hein, comme d'habitude. Les tests sur Internet, qui sont l'objet de grandes discussions. Alors, il faut dire tout de suite qu'au départ, il y avait plusieurs compagnies qui proposaient un petit nombre de tests. C'était pas très, je dirais, c'était scientifiquement des gens pas sérieux. Et donc là, carrément, c'était de l'arnaque et ça n'avait aucune valeur. Mais depuis 2-3 ans, il y a des compagnies qui sont quand même, je dirais, au top du point de vue de la technologie et des connaissances scientifiques, qui ont fait des propositions sur Internet pour analyser votre génome, faire une genome-wide study, donc de 500 000 SNP. Alors, il y a 23andMe
qui est probablement la plus connue, en tout cas c'est celle qui marche le mieux ou en tout cas le moins mal, qui a été créée par la femme d'un des créateurs de Google. Donc c'est, si vous voulez, Google, c'est là où vous avez l'information, et 23andMe, c'est là où vous avez l'information génétique. C'est un peu leur, si vous voulez, leur manière de dire pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés. Decode.me, c'est en fait ça provient de cette compagnie islandaise Decode qui a fait des recherches absolument, ces recherches sur toute la population islandaise qui sont extrêmement intéressantes et qui a lancé donc ce site où il disait voilà ce que nous on a fait pour analyser les prédispositions génétiques dans la population. Nous pouvons maintenant vous l'appliquer à vous, et Navigenix, qui est une autre compagnie, je crois, californienne. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est une arnaque, et comme l'appelle mon ami Jean-Claude Kaplan, ici présent, de la génomancie, c'est-à-dire que c'est plus la prédiction par les cartes ou par le marc de café, mais la prédiction par la génétique ou par, disons, l'analyse de 500 000 SNP. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il peut y avoir une certaine utilité? Ou est-ce que, comme le disait un des commentateurs, Geert-Jan van Ommen, en fait, c'est de la recreational genetics, c'est de la génétique pour s'amuser. Et effectivement, voilà, sur le site de 23andMe, vous avez d'ailleurs, je dirais, l'aspect dont on pourrait dire qu'il est essentiellement récréationnel, peut-être, c'est quelle est votre origine ethnique, vos ancêtres du côté maternel par l'ADN mitochondrial. Est-ce que vous aviez une indication que, je ne sais pas, veniez plutôt, votre ADN mitochondrial vient plutôt, je ne sais pas moi, de l'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient, la lignée paternelle, le chromosome Y, voir si votre génome est une espèce de mosaïque entre des génomes d'origine différentes. Et puis, alors, ce qui est d'ailleurs très amusant, j'ai vu sur des blogs, c'est que comme il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fait leur analyse sur, je crois, 25 000, je crois, à l'heure actuelle, sur 23andMe, c'est de voir qui vous ressemble le plus génétiquement et qui peut être un cousin au 3e ou 4e degré. Et ils vous proposent, si vous voulez prendre contact avec ces gens-là, ils ne vous donnent pas le nom de ces gens-là, mais vous pouvez envoyer un mail « J'aimerais prendre contact avec cet anonyme qui pourrait être un cousin au 3e ou 4e degré ». Et eux contactent cet anonyme en disant « Est-ce que vous avez envie de prendre contact avec cette personne ?» Il peut dire oui ou non. Et effectivement, je dirais pour les amateurs de généalogie, c'est une manière aussi éventuellement de retrouver des cousins potentiels. Voilà. Donc ça, c'est un aspect probablement récréationnel. La Société française de génétique s'est inquiétée un peu de cet aspect d'identité basée sur l'origine génétique, ethnique, etc. Est-ce que ça n'aura pas des effets pervers pour dire il y a est-ce qu'on utiliserait ça pour définir à un moment, je crois même l'origine réelle ethnique d'une personne. Alors, ceci dit, je crois qu'effectivement, c'est quand même extrêmement limité pour ça, donc il faut effectivement lutter pour qu'il n'y ait pas à ce type d'application des effets pervers. Mais ce qui va nous intéresser plus, c'est qu'est-ce que 23andMe propose du point de vue santé. Alors, comme dit, il propose de tester
pour 51 conditions, et on verra ce que c'est les conditions, pour ce qu'ils disent, ils appellent des clinical reports, c'est-à-dire ils disent la littérature est suffisamment convergente et il y a eu suffisamment d'études pour qu'on soit assez sûr de ce qu'on dit. Et puis, ce qu'ils appellent les research reports, c'est dire il y a eu un ou deux papiers suggérant telle ou telle chose, nous, on le teste, mais on vous dit c'est à prendre avec des pincettes. Et alors, ce qui m'a étonné en regardant, parce que je pensais au début que 23andMe, et c'était ce qui était, je dirais, il y a encore 1 ou 2 ans, c'était surtout pour les maladies communes. Et en fait, visiblement, depuis peu de temps, ils sont passés à aussi faire des tests pour les maladies monogéniques, ce qu'ils appellent les carrière status. Et donc ça c'est une évolution qui est à discuter. Et parmi les 50 disons, paramètres dont ils disent, génétiques dont ils disent qu'ils sont relativement bien établis, il y a 8 drug response. Il y a le HLA 5701 pour la bacavir, il y a la sensibilité à la warfarine, il y a la sensibilité aux statines, etc. Et donc ça, c'était, est-ce que ça fait vraiment une différence du point de vue santé, ou tout simplement c'est qu'une manière de s'amuser un petit peu sur le génome. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'il y a une liste assez impressionnante de personnes qui sont conseillées de ce type de compagnie. D'ailleurs, M. George Church, par exemple, est à peu près, je crois, conseiller de toutes les compagnies qui font du génome, soit du séquençage, etc. Donc des gens, en principe, très bien. Uta Franke, qui était présidente de la Société américaine de génétique humaine. Et alors, qu'est-ce qu'il propose? Alors, c'est une liste un peu à la Prévert, parce que vous avez des maladies. Alors ça, c'est la liste. Il y a 1 an, il y avait 28 clinical reports, c'est passé à 51. Il y a 1 an, ils ne testaient qu'une mutation, la mutation mucoviscidose la plus fréquente. Là, j'ai regardé, maintenant, ils testent 31 mutations. Donc les 31 mutations qui sont les plus fréquentes, qui sont celles que la plupart des labos testent en France. Des choses comme le fait est-ce que vous êtes capable de sentir l'amertume quand vous buvez ou mangez quelque chose, jusque cancer de la prostate, psoriasis, thromboembolisme, diabète, polyarthrite rhumatoïde. Une chose intéressante, alors que c'est un des marqueurs génétiques qui a l'effet le plus fort, il ne teste pas pour la maladie d'Alzheimer. Et je pense effectivement, ça montre une chose, j'avais discuté la dernière fois, ApoE, c'est quelque chose qui a un effet assez fort sur la maladie d'Alzheimer, mais pour le moment, il n'est pas vraiment prédictif au sens que, comme j'avais dit, il y a des gens qui ont de la maladie d'Alzheimer, un tiers des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et qui n'ont pas d'ApoE4. Et même ceux qui ont 2 allèles ApoE4, il y en a 50 ou 60% d'entre eux qui ne développeront pas la maladie d'Alzheimer, donc ce n'est pas vraiment prédictif. Et surtout, on ne sait pas en quoi en faire. On ne sait pas quoi dire à quelqu'un qui a un risque de maladie d'Alzheimer, à part éventuellement de prendre une assurance perte d'autonomie. Mais il n'y a pas vraiment de choses. Donc je pense que c'est pour cette raison que, en fait, ils ne testent pas ce qui est pourtant un des variants génétiques les plus connus et pour une maladie extrêmement connue. Ils ne testent pas pour éviter, je dirais, effectivement, ces problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Alors,
ils testent par exemple quelque chose qui s'appelle muscle performance. Alors ça peut être... alors je pense que c'est aussi intéressant de voir d'où ça vient dans la littérature. Il y a dans un gène qui code pour une protéine musculaire, le gène actinine numéro 3, un variant qui inactive ce gène. Et il y a eu des études sur des médailles d'or olympiques, enfin des sportifs de très haut niveau, qui ont montré que ceux qui étaient plutôt dans les sprinters avaient plutôt un allèle, et ceux qui étaient plutôt dans les sports d'endurance avaient un autre allèle. Si vous voulez, ça favorise peut-être certains modes d'utilisation des muscles. Mais ce qui est évident, c'est que tout le monde dans la population a soit un allèle, soit l'autre, soit est homozygote, hétérozygote, etc. Et donc, en fait, finalement, ça ne prédit absolument pas est-ce que vous serez sprinter ou est-ce que vous serez sportif d'endurance. Mais peut-être, je dirais, que pour les gens qui sont déjà des sportifs de très haute compétition, il y a peut-être le petit plus qui fait qu'on arrive sur le podium ou on n'y arrive pas. Mais donc, si vous voulez, c'est un peu ce genre de choses. Alors, ceci dit, quand vous prenez l'un ou l'autre de leurs repas, par exemple sur la maladie de Crohn, ils font ça très professionnellement. Ils testent 12 marqueurs dans 9 gènes. Ils vous présentent quelle est la limitation de ces marqueurs. Ils vous donnent, si vous avez envie, les citations de la littérature, etc. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'ils se sont mis aussi dans les maladies monogéniques. Alors, quel pourrait être l'intérêt de ceci? L'intérêt ou le danger, en fait, c'est selon qu'on veut. C'est que, en fait, à l'heure actuelle, par exemple en France, on teste les mutations à mucoviscidose, soit chez les patients atteints de mucoviscidose pour vérifier le diagnostic, et surtout dans les familles pour faire du conseil génétique, éventuellement proposer un diagnostic prénatal. Mais en France, on part en général d'un cas avéré de mucoviscidose et ensuite on fait en cascade dans la famille. Mais c'est évident qu'il y a un certain nombre de cas de mucoviscidose qui arrivent chez des gens qui n'avaient pas d'apparenté connue avec la mucoviscidose. Donc, est-ce que ici le fait de savoir qui est porteur d'une mutation mucoviscidose, c'est un pas effectivement vers des applications de criblage génétique au niveau de la population. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que toute une série de mutations pour des maladies rares qu'ils testent sont en fait des mutations qui sont fréquentes enfin relativement fréquentes, c'est quand même des maladies rares, mais dans la population juive ashkénaze. Et donc finalement, alors pourquoi ils ont fait ça dans cette population? Eh bien, en fait, il se trouve que parce qu'il y avait au départ une maladie, la maladie de Tay-Sachs, qui est particulièrement fréquente chez les juifs ashkénazes et qui est une maladie terrible, on a commencé à faire dans certaines communautés en Israël et notamment en Amérique du Nord des tests de criblage au niveau de la population juive ashkénaze pour les porteurs des mutations Tay-Sachs. Et petit à petit, ça s'est étendu à toute une série de mutations qui sont plus fréquentes chez les juifs ashkénazes que dans d'autres populations. Et ce qui fait que, par exemple, en Israël, c'est probablement l'un des pays où on fait le plus de tests génétiques. À peu près toutes les femmes enceintes en Israël se font faire des tests génétiques pour une dizaine de maladies particulièrement fréquentes. Donc là, si vous voulez, on voit qu'ils sont partis de ça pour proposer toute une série de tests. Alors là, c'est des maladies récessives. Donc des maladies récessives, ça indique que
si vous êtes hétérozygote, vous n'êtes pas malade, mais si votre conjoint est hétérozygote également, vous avez un risque d'avoir des enfants atteints. Mais ils y ont rajouté 3 mutations BRCA1 ou BRCA2, là c'est une erreur, également fréquentes, enfin plus fréquentes dans la population juive ashkénaze. Et ça pose effectivement, je dirais, un problème, parce que là, on est en train de passer au diagnostic présymptomatique. En France, le diagnostic présymptomatique, par exemple pour le cancer du sein, c'est quelque chose qui est très encadré, où il y a une consultation avant de faire le test pour être certain que la personne a compris pourquoi est-ce qu'on fait le test, en quoi ça pourra lui être utile et quelles sont les conséquences si elle est trouvée positive. Là, effectivement, c'est quelque chose qui passe, en principe, sans consultation médicale. Encore qu'il y a un petit... quand on regarde sur le site, ils disent « Attention, ça, c'est plus sérieux que le reste. Donc, si vous ne voulez pas le regarder, on vous propose de vous donner tout sauf ça. » Donc, vous avez, si vous voulez, le choix de regarder ou pas regarder. Pardon. Et puis, vous avez les research reports. Alors là aussi, c'est une série, vous avez à la fois le fait d'être chauve ou bipolar disorders, mais research report, ça veut dire que ce n'est pas aussi solide d'après la littérature. Et alors, il y a une chose qui m'avait intéressé, c'est breastfeeding and IQ. Breastfeeding and IQ, c'est rapport. Quel est le test génétique qu'on peut faire sur le rapport entre allaiter son enfant et le QI de cet enfant. Alors, j'ai malheureusement pas, j'ai regardé, et c'est là qu'on peut se demander, alors on peut se dire, ça c'est vraiment de l'arnaque, qu'est-ce que le breastfeeding a à voir avec l'IQ et avec la génétique. Et c'est là que sans soutenir, de toute façon, eux ils disent c'est Research Report et ils mettent bien, il y a eu une seule étude, elle n'a pas été répliquée, donc vous en faites ce que vous voulez, c'est pas très prédictif. Ceci dit, ça part d'un papier qui est paru dans une revue prestigieuse qui s'appelle Proceedings of National Academy of Science, qui est paru il y a 2 ans ou 3 ans, publié par un laboratoire du MRC très connu dans psychiatrie génétique, hein, le Psychiatric Genetics MRC London, avec des gens assez connus. Donc, je dirais qu'effectivement, on peut dire, là, il y a une espèce d'arnaque à dire qu'on pourrait prédire le QI, enfin, l'influence du breastfeeding sur le QI à partir d'un test génétique. Ceci dit, cette arnaque, si elle est, je ne sais pas si le papier est bon ou pas, elle est partagée par les auteurs du papier, qui sont quand même des gens relativement respectés, par les éditeurs du Proceedings of National Academy of Science, qui est une revue extrêmement respectée, par les reviewers de ce papier qui ont trouvé que ce papier était intéressant et méritait d'être publié dans une revue relativement sélective. En fait, l'idée du papier, hein, c'est que dans le lait maternel, il y a certains acides gras et il y a des données épidémiologiques que je n'ai pas vérifiées qui suggéraient que les enfants allaités ont 4 ou 5 points de QI de plus que les enfants non allaités. Alors, est-ce que c'est l'allaitement ou est-ce que c'est le fait que c'est un groupe social différent, etc. Enfin, et alors, ils se sont dit, est-ce que c'est l'effet d'acide gras? Et ils ont trouvé un variant dans un gène qui code pour un enzyme qui permet d'utiliser l'un de ces acides gras. Et donc, ils disaient, voilà, si on a tel variant, il y a effectivement l'effet breastfeeding IQ. Si on n'a pas ce variant, il n'y a pas d'effet. Alors, comme dit, il y a un papier. Donc, c'est effectivement quelque chose de complètement, j'allais dire, a priori farfelu. Est-ce que ça l'est ou pas? En tout cas, ça n'a pas été répliqué. J'ai regardé dans la littérature, est-ce qu'il y a une deuxième équipe qui a essayé de vérifier ça? Il n'y a pas eu de deuxième équipe. Ceci dit, ce n'est pas si facile à vérifier.
Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que si effectivement on peut reprocher à peut-être 23andMe de proposer ce genre de choses, c'est quand même parce qu'il y a des scientifiques dans la littérature qui ont publié des choses de ce point de vue-là. Donc on peut se poser des questions. Alors, la Fédération française de génétique humaine a récemment effectivement fait des propositions dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, et elle est extrêmement négative sur ces autotests, ces tests Internet en génétique, parce qu'il n'y a pas d'encadrement médical de la personne, il n'y a pas d'encadrement éthique et juridique sur l'identité du patient, la nature du consentement, le fait qu'il soit possible de tester des mineurs sans contrôle, ça c'est tout à fait vrai, effectivement. Personne n'empêche des parents de faire tester leurs enfants, etc., ce qui en France est interdit. Donc, il y a toute une série, effectivement, d'arguments sur le fait que ces tests, effectivement, ne sont pas encadrés, on ne sait pas s'ils ont une utilité clinique. Alors, si on regarde le site, ils disent à chaque fois, attention, si vous voulez utiliser ça cliniquement, il faut aller voir un médecin, vous ne pouvez pas utiliser ça directement. Une autre critique, et je pense que celle-là, on ne peut pas la reprocher trop à des 23andMe, c'est la qualité du laboratoire. Je pense que c'est un laboratoire qui est certifié au plus haut degré aux États-Unis, donc je pense que la qualité est au moins égale à celle de nos laboratoires de CHU. Les risques d'erreur de prélèvement, ça c'est des choses qui existent toujours, donc de toute façon en génétique on sait très bien que si on fait un test, il faut vérifier éventuellement pour éviter les risques d'erreur de prélèvement. Donc si vous voulez, un avis très négatif, mais évidemment en disant que l'interdiction, évidemment, en tout cas en France, c'est illusoire, parce que de toute façon c'est des laboratoires qui sont situés en Islande ou aux États-Unis, et qu'il n'y aura pas de consensus international. Et comme d'ailleurs disaient aussi d'autres gens, de toute façon, les dés sont jetés, ces choses-là vont continuer à être proposées. Donc, je dirais, le problème, c'est de se dire, effectivement, comment est-ce qu'on peut limiter éventuellement les dangers, et peut-être se demander, est-ce qu'il y a des applications qui pourraient peut-être être pas si inutiles que ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que tous les exemples que je vous ai montrés pour les maladies communes, à l'heure actuelle, avec les marqueurs qu'on a, on n'est pas capable vraiment de prédire un risque qui change vraiment pour la personne, ou sauf dans quelques petites exceptions. Mais effectivement, on peut se poser quand même la question, est-ce qu'il y a une utilité, il pourrait y avoir une utilité, par exemple, pour les maladies monogéniques. Alors, c'est vrai qu'on est sur des aspects où on peut parler d'eugénisme, mais pour des maladies monogéniques où on accepte le diagnostic prénatal, est-ce que des tests systématiques de mutations fréquentes n'est pas quelque chose qui pourrait être justifié? Je sais que Baylor College of Medicine, il développe des puces qui permettraient de tester au niveau de la population les maladies monogéniques, les mutations les plus fréquentes. La pharmacogénétique, alors on pourrait se dire, oui, mais c'est sans prescription médicale, etc. Mais est-ce qu'on pourrait se dire que le fait d'avoir comme ça un certain nombre de tests permettrait d'attirer l'attention des médecins sur un risque particulier d'un patient?
je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut être ouvert, d'autant plus que, si vous voulez, quand on compare avec ce qui se fait chez nous, où on va tester un marqueur, facteur 5 Leiden une fois, on va tester une autre chose une autre fois, etc. Ça finit par faire des prix qui sont tout à fait importants. Donc je pense quand même qu'il faut se poser la question, peut-être pas 23andMe si vous voulez, mais la question, est-ce que des tests relativement systématiques pourraient avoir un intérêt, notamment par rapport aux aspects pharmacogénétiques, par rapport aux maladies monogéniques. Et peut-être, alors on avait dit qu'effectivement la plupart des malades pour les maladies communes sont ceux qui ont un risque qui est celui, je dirais à peu près le risque général, mais est-ce qu'il y aurait un intérêt quand même à pouvoir surveiller mieux ceux qui sont vraiment à risque particulièrement élevé? C'est une question, je pense, qui nécessiterait des études vraiment cliniques. Une pratique dangereuse, alors effectivement, si on interprète mal les résultats, par exemple, le fait qu'on vous dise « vous n'avez pas les 3 mutations de prédisposition au cancer du sein qui sont testées », ça ne veut absolument pas dire que vous n'avez pas, notamment si vous êtes dans une famille cancer du sein, que vous n'avez pas une autre des mutations. Ces 3 mutations-là ne sont que celles qui sont fréquentes dans la population juive ashkénaze. Et encore, il y a même d'autres mutations chez les juifs ashkénazes. Mais donc, le fait de ne pas être porteur d'un facteur de risque ne veut absolument pas dire qu'on n'a pas un vrai risque. Et par exemple, si les gens se disaient c'est pas la peine que je fasse des mammographies ou que j'aille chez le gynécologue pour vérifier qu'il n'y a pas de cancer du sein, parce que simplement j'ai eu un test qui dit que mon risque de cancer du sein est faible, ça serait catastrophique. Ceci dit, si on lit les recommandations, évidemment, ils ne disent pas du tout que le fait de ne pas trouver exonère de tout risque. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être dangereux si c'est mal interprété. Une approche récréationnelle, et je dirais, moi ça ne me pose pas de problème, pour ceux qui aiment. Il y a des gens qui aiment la généalogie, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Je trouve qu'elle est assez éducative. Je dirais, pour les gens qui font l'effort de lire ce qu'il y a sur ces sites, on apprend beaucoup de choses sur la génétique. Une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas se dire que c'est un marché qui a l'air d'être tellement juteux que ça, puisque des 3 compagnies qui ont été faites, il y en a 2 qui sont à peu près déjà out. Une, l'islandaise, peut-être aussi en partie pour des raisons liées à l'économie islandaise, mais même 23andMe, qui est celle qui marche le mieux, donc 35 000 clients, mais ils ont déjà fait des licenciements, hein. Ils avaient 70 employés, ils en ont plus de 40. Donc, pour le moment, c'est pas encore, ça ne marche pas si bien que ça. Voilà. Alors, écoutez, je vais juste terminer, si vous avez, ce que j'aimerais, sur 10 minutes, les 5 dernières minutes, parler d'un article qui vient de paraître, que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est le point presque ultime de précision. Ce n'est plus tester 500 000 variants dans votre génome. Votre génome, c'est 6 milliards de paires de bases. Hein. C'est 2 fois 3 milliards. Donc, tester 500 000 variants ou séquencer totalement le génome. Séquencer totalement le génome, le premier génome séquencé en 2001-2002, ça a duré 10-12 ans. Ça a coûté aux États-Unis simplement 3 milliards de dollars, et en plus par l'argent qui a été dépensé ailleurs, c'est un projet de plusieurs milliards de dollars, mais c'était tout aussi la cartographie du génome humain. En 2007, l'un des séquenceurs a été séquencé, comme il avait sa propre compagnie, il s'est fait séquencer son génome, Craig Venter, pour 100 millions de dollars. L'année suivante, avec le premier des séquenceurs à haut débit,
Jim Watson s'est fait séquencer pour $1 million. Et à l'heure actuelle, il y a une compagnie qui propose le séquençage pour $20 000. C'est Complete Genomics. Donc on voit que... non, c'est Illumina qui fait Glenn Close, c'est $48 000. Et Complete Genomics propose encore moins cher, $20 000, mais il faut en faire 8. Donc c'est $160 000 pour 8. Alors, voilà, ça c'est des gens qui ont publié dans Science quand même deux papiers. L'un pour montrer qu'effectivement ils étaient capables, avec leur nouvelle technologie, de séquencer un génome complet de manière très précise, avec extrêmement peu d'erreurs, et ce qui disait $4 400 de consommables, c'est-à-dire ça ne paye pas évidemment le prix des gens, et là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs. Et récemment, ils viennent de publier un papier, 10 mars, où ils ont fait quelque chose de très intéressant. Ils ont séquencé toute une famille, 4 personnes. Alors il se trouve que c'est une famille où il y avait une maladie génétique, et ça leur a permis d'identifier les gènes responsables de la maladie génétique, mais aussi, et ça c'est la première fois qu'on arrive à faire ça, de mesurer quel est le taux de mutation quand on passe le génome d'un père ou d'une mère à un enfant, parce que là, ils ont vraiment fait tout le génome, et c'est 1,1 fois 10 puissance 8 par position per haploïde génome. Comme il y a 3,19, il y a 3 milliards de paires de bases, ça veut dire que chaque copie du génome qu'on reçoit de son parent, il y a 30 différences sur chaque copie. Ça veut dire qu'on 30 différences par rapport au père, 30 différences par rapport à la mère. Donc c'est intéressant d'avoir cette idée de... Mais si je veux parler de ça, c'est parce que donc, tout récemment aussi, dans un dernier numéro du New England Journal of Medicine, il y a un collègue qui est un des grands spécialistes de génétique humaine et notamment de la maladie Charcot-Marie-Tooth, qui est quelqu'un qui a Jim Lobsky à Baylor, qui a énormément contribué à connaître la génétique de cette maladie. Et il se trouve qu'il est atteint de cette maladie et que parmi tous les 25 gènes qui étaient connus, il n'avait pas trouvé jusqu'à présent la mutation qui était responsable de la maladie de Charcot-Marie-Tooth chez lui. Donc, il s'est séquencé. Il est premier auteur du papier rapportant son séquençage. Et ça lui a permis d'identifier, en fait, finalement, c'était quand même un gène qui était déjà connu. Il y a plus de 25 gènes qui, quand ils sont mutés, peuvent être responsables de cette neuropathie, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et effectivement, donc, il a pu trouver, comme ça, en séquençant tout son génome, quelles étaient les deux mutations dans un de ces 25 gènes qui sont responsables de la maladie. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on se dit, bon, voilà, on connaît tout, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'abord, la première question que je me suis posée, si les parents de M. Jim Lobsky avaient fait séquencer le fœtus de Jim Lobsky et auraient trouvé qu'il avait 2 mutations de Charcot-Marie-Tooth, est-ce qu'ils l'auraient interrompu? Voilà, donc c'est la question, quand on connaît tout comme ça, à partir de quel moment on décide qu'il y a quelque chose qui justifie ou non un diagnostic prénatal. Jim Lobsky, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir 55 ou 60 ans. On voit qu'il a un problème physique, mais enfin, je veux dire, il se balade dans les congrès, etc. Mais s'il y avait eu ça, est-ce que les parents n'auraient pas dit « Ah, il y a 2 mutations Charcot-Marie, elle était homozygote, on interrompt ». Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, si vous voulez, c'est que quand on fait le séquençage, et ça s'est déjà vu pour Watson, etc., on s'aperçoit qu'il y a, par exemple, chez chaque personne, environ
1500 variants, ce qu'on appelle non synonymes, donc qui changent un acide aminé, ou même quelquefois même pire, qui n'ont pas été décrits dans la littérature et dont on ne sait pas finalement est-ce qu'ils ont un effet phénotypique ou pas. Et notamment, et d'autre part, on trouve aussi certains qui sont décrits dans la littérature comme associés à des maladies. Donc par exemple, dans le génome de Jim Lupski, il note qu'il avait 159 non-synonymous SNP pour lesquels, dans la littérature, on trouve qu'il y a une association de risque avec une maladie. Ça, c'est tout simplement, on a déjà vu que simplement pour tous les gènes qu'on a vus, il y a pas mal de facteurs de risque pour le diabète, pour la maladie de Crohn, etc. Mais surtout, il a été trouvé porteur apparemment de mutations qui, dans la littérature, auraient dû prédire qu'il était atteint de 4 maladies récessives et d'une maladie neurologique très grave qui est l'adrénoleucodystrophie, que visiblement il n'a pas. Et tout ça pourquoi ? Parce que dans les bases de données de mutation des gènes, il y a probablement des erreurs d'interprétation. Des erreurs d'interprétation qui sont dues au fait que quand on a un malade avec une maladie génétique dont on se dit ça peut être le gène A, on séquence le gène A, on trouve une anomalie, on dit c'est à cause de ça qu'il est malade. Et on met dans une base de données que tel variant, telle mutation est responsable de la maladie. En fait, peut-être que cette personne est mutée dans le gène B ou le gène C, et que la mutation qu'on a trouvée dans le gène A est en fait pas une mutation pathologique. Et donc, si je dis ça, c'est parce que ça montre que quand on a toute la séquence, on sait en principe tout. Je vous ai déjà dit qu'on sait tout, mais on n'est pas capable d'en déduire quelle sera la taille de la personne. Et même au niveau, je dirais, de l'interprétation par rapport à la pathologie, et même par rapport à des pathologies qui, en principe, sont bien connues parce que c'est des pathologies monogéniques où on dit on a un gène qui, quand il est muté, donne une maladie, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes extrêmement importants et qui sont multipliés par le fait qu'on analyse 25 000 gènes, qu'on analyse la totalité du génome. Donc je pense que cet exemple montre à la fois la puissance de ce type d'études. Ici, d'ailleurs, à un moment, Jean-Claude Kaplan me disait, mais est-ce que ça n'aurait pas été moins cher qu'il fasse séquencer juste les gènes de Charcot-Marie-Tooth plutôt que de se séquencer complètement? Or, il y a une compagnie spécialisée dans les tests sur les maladies génétiques à la demande des cliniciens aux États-Unis. Pour 15 gènes, 15 sur 25 des gènes, le coût, c'est déjà 15 000 $. Okay. Avec les nouvelles techniques, vous avez tout le génome pour 20 000. Donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, et c'est certain, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, que dans ces compagnies, pour les maladies rares, ils sont en train de passer, en tout cas pour identifier les gènes de maladies rares, au séquençage complet. Mais c'est là qu'on voit que quand on a la séquence complète, on augmente encore par un facteur, je dirais, de 100 ou 1000 la complexité de ce qu'on trouve et les difficultés d'interprétation. Et donc, ça veut dire que, je crois que s'il y a une conclusion, la séquence n'est qu'un point de départ, et pour arriver à l'interpréter, il va y avoir encore beaucoup de travail. Et ce n'est pas parce qu'on a la séquence que, sauf pour un certain nombre de maladies ou de traits particulièrement précis où il y a des effets génétiques facilement interprétables, eh bien, on a encore beaucoup de choses à comprendre, et sans parler évidemment
des interactions entre notre patrimoine génétique et l'environnement. Et l'environnement, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que l'environnement, c'est quelque chose qui bouge dans le temps, où il y a un aspect qualitatif, il y a un aspect quantitatif. Quand on parle de quelqu'un qui fume, mais combien de cigarettes et pendant combien de temps? Donc, je crois qu'il reste effectivement, avant de pouvoir vraiment prédire, si jamais c'est possible, je crois qu'il y a énormément encore de choses à apprendre, et que, à l'heure actuelle, je crois que je vous ai illustré par certains exemples, par exemple en pharmacogénétique, qu'il y a effectivement des applications, mais je dirais au compte-gouttes, qui sont montrées pour des maladies, disons, communes ou pour des thérapeutiques communes, mais qu'effectivement, il faut pouvoir valider ça. C'est des études qui demandent d'être très sérieusement poursuivies pour valider les applications. Voilà. Je vous remercie.